Miami était une petite ville paisible, et puis les trafiquants de cocaïne colombiens sont arrivés. Ils se sont comportés comme des cow-boys qui arrivent en ville. C'était comme une fusillade de western. Et puis la marraine est arrivée. Très peu de femmes ont connu une ascension comparable à celle de Griselda Blanco. Le nom Griselda a inspiré de la peur à beaucoup de gens. On était tous surpris par la cruauté de la marraine. Elle était capable des pires violences pour garder le pouvoir. Elle n'avait pas le gène de l'empathie. Ce sont des fous furieux. Ils sont prêts à tout. Our goal is to break the power of the mob in America and nothing short of it. Si vous l'offensiez, elle réagissait de la seule façon qu'elle connaissait, en vous faisant assassiner. Si quelqu'un mérite la peine de mort, c'est Griselda Blanco. Aujourd'hui, dans Les Diables de l'Amérique, Griselda Blanco, la marraine. À la fin des années 1970, tandis que le reste de l'Amérique s'enlise dans la récession, un petit paradis ne connaît pas la crise. Mais la prospérité fulgurante de Miami coûte très cher. Le vol a été commis à 14h30. Deux latinos ont fait irruption dans un magasin de spiritueux du centre commercial de Deadland. Le centre commercial de Deadland était un lieu très fréquenté. C'était en pleine journée. Il y avait du monde. 2 personnes sont mortes et 2 clients ont été blessés. Les innocents ont été blessés. Les pistoleros, comme on les appelle, sont des tueurs latinos qui ont été engagés par un cartel de la drogue. Ils font 2 morts et 2 blessés lors d'une attaque audacieuse et calculée. Ils sont arrivés tout flingue dehors. Il y avait déjà eu des règlements de compte de dealers, mais pas comme ça. C'était comme une fusillade de western. C'était la première fois qu'on voyait une fusillade aussi choquante en plein Miami avec des Colombiens. La personne qui a embauché les tueurs est une hors-la-loi colombienne appelée Griselda Blanco. Griselda Blanco avouera plus tard diriger un vaste réseau de trafiquants qui fait transiter et distribue des quantités considérables de cocaïne aux États-Unis. Elle sera accusée d'avoir commandité des dizaines de meurtres. J'étais surpris que ce soit une femme. C'est difficile à comprendre. Nous étions tous surpris qu'une femme, la marraine, puisse être à l'origine d'autant de violence, puisse être aussi démoniaque. Fuyant la guerre, Griselda Blanco quitte sa ville natale en 1974. Ancienne petite main des trafiquants, elle deviendra l'une des principales distributrices du tristement célèbre cartel de Medellín. Aujourd'hui, Medellín est une très belle ville. Et malheureusement, c'est grâce à l'argent de la drogue. Pablo Escobar et certains des caïds colombiens commanditaient même des politiciens et des membres de la police fédérale. Ils se croyaient inatteignables. Les gens connaissent Pablo Escobar, mais sans Griselda Blanco, il n'y aurait pas eu de Pablo Escobar. Il n'aurait rien fait. Croyez-le ou non, Pablo Escobar était l'un des protégés de Griselda Blanco. Le trafic de drogue est une activité dominée par les hommes. Et les femmes ont compris qu'elles devaient être aussi impitoyables que leurs congénères masculins si elles voulaient survivre dans un tel monde. Très peu de femmes ont connu une ascension comparable à celle de Griselda Blanco. Griselda s'est dit, pourquoi ne pas vendre à nos concurrents? C'est peut-être ce qui a précipité sa chute. Car lorsqu'on vend de la drogue à un gang rival, on doit aussi se fournir auprès de lui. Et malheureusement, c'est là que l'histoire a mal tourné. Griselda constitue sa fortune en vendant de la drogue à ses semblables. Criminels, meurtriers et voleurs. Elle se fait vite une réputation et se retrouve affublée de quelques surnoms. La marraine, l'épouvantail, Baby Doll, la poupée, la veuve noire. Elle n'avait pas volé ses surnoms, croyez-moi.
Beaucoup d'histoires circulaient à propos de Griselda. Elles se sont répandues pendant des années et elles ont fini par évoluer toutes seules. D'après ce qu'on a pu vérifier, elle a tué 2 de ses maris. Elle s'accouplait et ensuite elle tuait. On l'appelait simplement Griselda. Et le mot Griselda inspirait de la peur à beaucoup de gens. Si Griselda avait des côtés tendres, elle ne l'exprimait qu'avec ses 4 fils. Dixon, Huber, Osvaldo et le cadet, Michael Corleone. La marraine était une grande fan du film de Francis Ford Coppola, Le Parrain. Mais contrairement à Marlon Brando, elle n'était pas un personnage de cinéma. J'ai toujours vu Griselda Blanco comme une personne capable des pires violences pour garder le pouvoir. Là-dessus, elle n'avait aucune pitié. Si vous lui disiez « ne me tuez pas, j'ai une famille, etc. », elle n'était pas du genre à vous laisser une chance. Elle n'avait pas le gène de l'empathie. Sa particularité, c'est qu'elle prenait plaisir à tuer des gens ou à les faire tuer. Si vous lui deviez de l'argent et que vous ne la remboursiez pas, elle vous tuait. Si elle vous devait de l'argent et qu'elle ne voulait pas vous rembourser, elle vous tuait. On ne parle pas de vendeurs au porte-à-porte. On parle du marché de la drogue. Et les personnes qui sont impliquées dans le marché de la drogue s'attendent à être confrontées à la violence. Surtout quand des sommes très importantes sont en jeu, et avec ce genre de narcotiques. Elle est à l'origine de l'un des épisodes les plus sanglants de l'histoire du trafic de drogue à Miami. Griselda Blanco a provoqué la venue du gouvernement fédéral à Miami. Quand elle a été inculpée, elle était, d'après le FBI, responsable de près de 200 meurtres en Floride du Sud. Et ces crimes resteront pratiquement impunis. Dans toute carrière de flic, il y a des affaires qui vous suivent jusqu'à la mort. Celle-là en fait partie. Les assassins colombiens ont confronté Miami à un nouveau type de violence. Elle voulait que tous les occupants de la maison soient tués. Il y avait des enfants. C'est le genre d'image qu'on n'oublie jamais. Si quelqu'un mérite la peine de mort, c'est Griselda Blanco. À la fin des années 1970, la Colombie produit les 3/4 de la cocaïne consommée dans le monde. L'un des trafiquants les plus puissants est une femme petite et dodue, qui sème la pagaille dans tous les États-Unis. C'est le genre de scène qu'on doit voir au Vietnam. Si Griselda Blanco me plaît autant, c'est parce qu'elle a montré ce que pouvait faire une femme. Vous pensez qu'une femme ne peut pas trouver sa place dans le monde impitoyable des trafiquants? Allez parler à Griselda et elle va vous expliquer. C'est une pionnière en matière de trafic de drogue au féminin. C'était un peu une visionnaire. Elle savait que le marché du chlorhydrate de cocaïne était en train de prendre de l'ampleur aux États-Unis. Elle a flairé le filon et elle en a tiré profit. Au plus fort du règne de Griselda à Miami, la consommation de cocaïne est en plein boom. Des milliers d'immigrés clandestins colombiens travaillent pour cette industrie. Les bénéfices se comptent en milliards de dollars. C'était l'époque où tout était possible et où des tas de types essayaient de se faire un nom. C'était des Colombiens. Les Colombiens sont très débrouillards. Et ils sont prêts à tout quand ils ont décidé de réussir. Miami méritait sa réputation de plaque tournante de la cocaïne en Amérique du Nord. Les Colombiens se fournissaient à la source. Ils achetaient de la cocaïne pour 3 fois rien, et ils en transportaient de plus en plus vers Miami, qui est devenu le point de départ de la distribution vers le nord-est et la côte ouest. Les États-Unis et la Colombie sont depuis longtemps liés par le sang. Au début des années 60, du fait de sa volonté d'éradiquer le communisme, Washington a été impliqué dans la guerre civile colombienne. Des dizaines de milliers de Colombiens sont morts pendant le conflit. Pour beaucoup, la violence est devenue un mode de vie. Dans les années 70-80, les Colombiens étaient vus comme des gens très cruels. Griselda Blanco voit le jour en février 1943, pendant une période de grande instabilité en Colombie. Elle vit d'abord dans une petite ville côtière du Nord,
puis déménage à Medellín avec sa mère à l'âge de 3 ans. Griselda a eu une vie difficile. Elle a grandi dans la pauvreté. Sa mère l'a beaucoup maltraitée. Elle s'est tournée vers la prostitution à un âge très précoce et elle a commis des crimes très jeunes. L'une des histoires qu'on raconte souvent sur elle, c'est qu'à 11 ans, elle a participé à l'enlèvement d'un enfant d'un quartier riche près de chez elle et qu'elle l'a tué elle-même. C'est loin de la vérité. C'est vrai qu'elle traînait avec une bande de voyous. Mais ils ne sont pas allés jusqu'à kidnapper un enfant, ni le tuer pour une rançon. Que ce soit vrai ou pas, ça faisait partie de son personnage. De sorte que plus tard, quand elle est devenue la marraine, tout le monde la voyait comme la tueuse de 11 ans. À 14 ans, que fait-elle? Elle quitte une mère qui la maltraite et commence à faire des passes à Medellín. Et puis, on la perd. On ne sait pas où elle est passée. Jusqu'au milieu des années 70, quand elle est arrivée dans le quartier de Forest Hills, à New York, dans le Queens. À New York, Griselda et son mari montent une affaire de falsification de documents pour aider à faire passer des compatriotes colombiens aux États-Unis. Alfonso Trujillo meurt peu de temps après dans des circonstances mystérieuses. Mère de 3 jeunes enfants, Griselda se remarie avec Alberto Bravo, un petit escroc originaire de Medellín, et se lance dans l'industrie florissante de la cocaïne à Manhattan. La grande époque de la coke, c'est les années 70 et 80, les années disco. La cocaïne, c'était classe. Si vous aviez du style, que vous étiez connu et que vous aviez une réputation à tenir, vous en preniez. La coke n'était pas la drogue de la rue. C'était la drogue d'une population fêtarde et branchée qui faisait la queue pour rentrer au studio 54. Aux États-Unis, c'était un peu la ruée vers l'or. C'était un produit nouveau. Et il y avait beaucoup de demandes. La demande était telle que l'offre était limitée. Ce qui a fait le succès de la cocaïne, c'est l'illusion que ce n'était pas dangereux. Les gens croyaient que ce n'était pas addictif, qu'ils auraient juste le nez bouché pour quelques jours. Ils pensaient que c'était comme prendre 5 grands cafés d'un coup. Quoi de mal à ça? Ces croyances permettent au marché de la cocaïne de prendre une ampleur considérable. Moins d'1 an après leur emménagement à New York, Griselda et Alberto en ont déjà importé une centaine de kilos. Elle faisait tout simplement la mule. Elle transportait de la cocaïne sur elle et s'occupait d'une équipe de femmes qui faisait la même chose. Elle faisait passer aux États-Unis de grandes quantités de drogue qu'elle dissimulait dans des sous-vêtements que Griselda avait conçus et fabriqués elle-même. Ils faisaient entrer des cargaisons de cintres, le genre de cintre en bois léger entouré de plastique qui sert à suspendre les vestons. Sauf qu'en fait, les cintres étaient creux et à l'intérieur, il y avait de la drogue. Plus tard, d'après la DEA, ils ont utilisé des conteneurs. La drogue n'était pas à l'intérieur des conteneurs, elle constituait les conteneurs. C'était les murs et les plafonds des conteneurs. C'est comme ça qu'ils ont fait passer la drogue. En tant que jeune assistant du procureur fédéral, j'ai été chargé du premier réquisitoire contre Griselda Blanco qui s'appelait l'opération Banshee. C'était l'une des premières enquêtes de grande envergure sur le crime organisé spécialisé dans le trafic de cocaïne. L'opération Banshee est mise en place par la DEA, la Drug Enforcement Administration et la police de New York pour s'attaquer à l'importation de stupéfiants. En avril 1975, après la découverte par les autorités d'une cargaison de drogue, Griselda, Alberto et 30 de leurs subordonnés sont mis en examen pour trafic de drogue et association de malfaiteurs. C'est la plus grande affaire de cocaïne de l'histoire. 150 kilos de cocaïne. À l'époque, c'était difficile à croire, mais c'était la plus grosse saisie jamais opérée. Et que fait-elle? Elle s'enfuit en Colombie. Et évidemment, elle s'en sort comme ça, même si un mandat d'arrêt a été lancé contre elle. Et qu'est-ce qu'elle a fait ensuite? Au lieu de rester discrètement en Colombie, elle se dit, tiens, Miami, ça a l'air pas mal. Deux ans après s'être échappée de New York, elle arrive fièrement dans sa nouvelle ville au bras d'un nouveau mari. Elle arrive à Miami sous son vrai nom, alors qu'elle est placée sous mandat d'arrêt, et personne ne fait le lien. Et quoi de mieux que Miami pour elle? C'est plus près de l'Amérique du Sud. C'est le paradis. Celle qui travaillait comme mule est devenue la patronne. Elle monte le gang de la drogue le plus violent qui ait opéré à cette époque, de 77 à 89. Des trafiquants aussi importants qu'elle se sont réunis et ont dit « il est temps de la tuer ». Ils ont essayé à 6 reprises. Elle a failli mourir 6 fois. Et vous savez quoi? Elle a survécu.
En 1980, la capitale du plaisir et du soleil devient la capitale du meurtre. C'est l'une des villes les plus dangereuses du monde. Les gens viennent à Miami pour faire la fête, depuis toujours. C'est Las Vegas sans les casinos. C'était une ville assez tranquille au début des années 70, et même au milieu des années 70. On a commencé à sentir l'influence des trafiquants de cocaïne à la fin des années 70. Et en 1980, il y a eu l'exode de Mariel. Pour Fidel Castro, c'est un grand nettoyage. D'un seul coup, il a débarrassé Cuba de milliers de personnes indésirables. Assassins, voleurs, pervers, prostituées, ils ont tous été arrêtés, rassemblés au port de Mariel et embarqués pour Miami. 125 000 réfugiés ont été largués sur les côtes. Notre taux de criminalité a fait un bond monstrueux. Il y avait beaucoup d'homicides, jusqu'à 2 ou 3 par jour, juste pour la ville de Miami, sans parler du comté. En un an, le nombre d'homicides a doublé. La violence était tellement aléatoire et omniprésente que Miami a été surnommée la ville de l'esquive. La police est encore loin de se douter que derrière cette avalanche de meurtres se cache une drôle de marraine qui est en train de faire fortune. D'après le FBI, le gang de Griselda empochait 8 à 10 millions de dollars par semaine. Même aujourd'hui, on a du mal à concevoir les sommes qu'elle gagnait. Et c'était il y a presque 30 ans. Elle avait une collection de bijoux qui valait des millions de dollars, et dont certains lui venaient d'Eva Perón. Elle adorait les vêtements. Elle claquait des milliers de dollars en une soirée dans des boîtes de nuit en achetant des bouteilles de champagne. Elle adorait frimer. Elle avait une milice, les pistoleros, les tireurs. Ils se distinguaient à bien des niveaux. En termes de brutalité et par l'adoption de certaines méthodes. Par exemple, le fait de tirer depuis une moto. Tous les trafiquants de la Floride du Sud se sont mis à les imiter. Ils ont adoré cette idée. La Colombie était une zone de non-droit depuis 50 ans. Tout d'un coup, ces gens se retrouvaient dans la banlieue de Miami, à Kendall et à Dadeland. Ils se sont comportés comme des cow-boys qui arrivent en ville. Ils commettaient des actes d'une violence sans précédent en pleine journée, en pleine rue. D'après les témoins, c'était comme une guerre. Comment on intégrait le gang des pistoleros? On allait voir Griselda pour lui dire qu'on voulait participer? Non, il y avait un processus initiatique. Il fallait tuer quelqu'un. Puis, il fallait lui couper une oreille ou un doigt. Ça se passait comme ça. C'était leur marque de fabrique. Ils posaient le corps dans une baignoire, ils l'ouvraient et laissaient s'écouler le sang par le drain. Puis, ils mettaient le corps dans une boîte en carton et l'envoyaient à la famille de la victime, ou au chef de son gang. Griselda a vite compris que c'est comme ça qu'elle pourrait intimider ses rivaux. Après avoir commencé tout en bas de l'échelle à New York, Griselda Blanco s'est construit un empire à Miami. Ils avaient plein de stratégies et de combines pour faire entrer la cocaïne aux États-Unis sans se faire remarquer par la police. Griselda a tout un réseau de clients et une armée de pistoleros qui protègent ses intérêts. Son principal homme de main s'appelait Ayala. Il est entré en scène en 1981. En gros, il y avait 3 niveaux. Griselda, Ayala, surnommé Rivi, et les gens qui travaillaient pour lui. On les appelle les cow-boys de la cocaïne. Hier, ils ont frappé le centre commercial de Dadeland, blessant 2 employés et mitraillant le parking. La première fois que j'ai entendu prononcer le nom de Griselda, c'était par la DEA, à la suite de la fusillade de Dadeland. Elle avait demandé et orchestré ce meurtre, et elle avait donné de l'argent pour cela. L'enquête révèle que l'homme visé par Griselda Blanco est un rival colombien. Elle est bien décidée à éliminer la concurrence. Ils avaient fabriqué ce qu'ils appelaient la caravane de feu. C'était comme un tank. Ils avaient acheté une camionnette Ford Econoline presque neuve. Ils l'avaient renforcée avec de l'acier inoxydable et un gilet pare-balles sur la porte arrière. Puis ils avaient percé des trous sur le côté pour faire des sabords de tir. Les gars à l'arrière d'une camionnette avec des mitrailleuses se sont mis à tirer juste à côté d'un grand centre commercial. On a estimé que 85 cartouches ont été tirées par plusieurs personnes. C'est une puissance de feu considérable. 2 personnes sont mortes et d'autres ont été blessées. Ils avaient des armes efficaces et ils étaient là pour en découdre. On ne faisait pas le poids au niveau des armes. Pour nous, l'arme de base, c'était le 6 coups, le revolver, calibre 38. Mais ces types avaient des mitrailleuses et des pistolets.
Deadland a changé les règles du jeu. Pour moi, c'était la première bataille de la guerre de la cocaïne. Our goal is to break the power of the mob in America and nothing short of it. We mean to end their profits, imprison their members and cripple their organizations. En janvier 1982, une force opérationnelle est créée par Ronald Reagan. C'est le vice-président George Herbert Walker Bush qui la dirige. CENTAC 26 est un effort conjoint de la DEA, des douanes, du FBI et de l'armée américaine. CENTAC est l'abréviation de Central Tactical Squad, escadron central tactique. Et 26 correspond au nombre d'équipes réparties dans le pays. Cette brigade s'occupait exclusivement des meurtres de latinos liés à la drogue. Reagan a déclaré la guerre à la drogue en Floride du Sud. Il a envoyé une force opérationnelle sur place. Il a inondé la zone de policiers. Ils ont dit, c'est facile, on peut faire toutes les arrestations qu'on veut. Ils sont partout. South Florida cannot be a haven for criminals, for sophisticated and organized drug traffickers. C'était le plus gros effort jamais entrepris par le gouvernement américain à l'époque moderne pour reprendre le contrôle sur une zone, une région ou un pays. Il y avait tellement de corruption et de manipulation que si le gouvernement fédéral n'était pas arrivé en sauveur comme la cavalerie, rien n'aurait été réglé. 10 jours après l'annonce du président Ronald Reagan, la marraine commandite un meurtre qui entraînera la mort d'un enfant. La cible, un ancien homme de main de Griselda, un certain Jesus Castro. Son fils avait offensé celui de Griselda, Osvaldo. Alors elle a décidé que Jesus Castro, le père, devait être tué. C'est là. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas de clôture à l'époque. On nous a signalé un cadavre retrouvé dans les buissons. Ici, près de la mosquée, au carrefour de la 7e avenue et de la 53e rue. Ils étaient postés devant sa maison, et quand ils l'ont vu sortir en voiture, ils se sont garés à côté de lui dans une camionnette avec une porte coulissante sur le côté. La porte s'est ouverte et ils ont tiré sur sa voiture. Le petit Johnny était assis sur la couloir centrale, à côté de Jesus. Il s'est penché en avant, la balle est passée derrière lui et a touché Johnny au visage. Le corps du petit garçon est retrouvé 2 jours plus tard, près d'une mosquée du quartier. Il a été nettoyé et enveloppé dans un drap. Dans sa précipitation, Jesus Castro a confondu cet établissement avec l'église où son fils a été baptisé. C'était un bel enfant. Mon fils avait à peu près le même âge que lui, à 1 ou 2 ans près. Alors ça m'a particulièrement choqué de voir ce cadavre, surtout qu'il ressemblait un peu à mon fils. C'était très effrayant. Les homicides, c'est toujours difficile, surtout quand il s'agit d'un enfant. Griselda Blanco ne montre aucun remords. 4 mois plus tard, elle fait assassiner une famille entière. Le crime a lieu dans un quartier proche du centre-ville. Dans toute carrière de flic, il y a des affaires qui vous suivent jusqu'à la mort. Celle-là en fait partie. C'est là, oui, c'est ça. Je me souviens de l'entrée. Pour le meurtre de Lorenzo, j'étais l'enquêteur principal. Je ne me doutais pas que Griselda Blanco serait impliquée. Elle voulait que tous les occupants de la maison soient tués. Il y avait des enfants. Tout ça était lié à une dette de drogue qui ne lui avait pas été remboursée. Quand on est arrivé, on a vu 3 jeunes enfants ramper sur les corps ensanglantés de leurs parents pour essayer de les réveiller. C'est le genre d'image qu'on n'oublie pas. Ils avaient les mains ligotées, ils avaient le corps criblé de balles. Et, chose étrange, le plus cruel des hommes de main, Jorge Ayala Riverita, a braqué un de ses complices pour l'empêcher de tuer les enfants. Il lui a dit « Non, on ne tue pas les enfants ». Ils sont retournés voir Griselda Blanco et elle leur a demandé s'ils avaient tué tous les occupants de la maison. Ils ont dit non, on n'a pas tué les enfants. Et elle était furieuse d'apprendre qu'ils les avaient épargnés. Ces gens sont des fous furieux. On doit absolument tout faire pour les arrêter. À cette époque, dès que la DEA arrêtait un courrier ou toute autre personne impliquée dans le marché de la drogue, le nom de Griselda Blanco, la marraine, la madrina comme ils l'appelaient, surgissait constamment. Elle bougeait tout le temps. Elle avait toujours quelques longueurs d'avance. Certains appelaient ça de la paranoïa, mais dans son cas, c'était du bon sens. Tandis que la police fédérale resserre l'étau sur Griselda Blanco et son gang, elle disparaît soudainement. La cocaïne a construit le paysage urbain de Miami. Mais la marraine, celle qui a importé des tonnes de drogue et semé la terreur, s'est éclipsée. Au début des années 80, la patronne qui effraie le plus les Américains règne sans partage.
Griselda Blanco, celle qui a fait fortune en faisant entrer de la cocaïne à Miami, commence à déranger sa propre communauté. Elle faisait beaucoup de tort au marché, car elle était très influente et très violente. Tellement que les trafiquants aussi importants qu'elle se sont réunis et ont dit « il est temps de la tuer ». Ils ont essayé à 6 reprises. Elle a failli mourir 6 fois et elle a survécu. Elle se préoccupait beaucoup du bien-être de son dernier enfant. Elle voulait prendre un nouveau départ avec lui. Elle voulait le préserver, le protéger. À l'époque, 3 de ses fils l'ont déjà suivi dans le commerce de la drogue. Le plus jeune, Michael Corleone, n'a que 6 ans. Michael, c'était son bébé. Il était tout pour elle. Il représentait tout son univers. Elle s'est mise à passer plus de temps en Californie pour ouvrir une nouvelle zone de vente. Elle s'est installée sous un nom d'emprunt à Irvine, en Californie. Elle menait une vie très ordinaire avec sa mère qui était très âgée et son plus jeune fils. Elle l'avait inscrit à l'école. La marraine se cache, mais elle n'a pas encore pris sa retraite. Elle est en train d'organiser et de superviser une opération à l'échelle nationale, dirigée par ses 3 fils aînés. Chacun de ses fils était installé soit à Miami, soit à Los Angeles, soit à San Francisco. Beaucoup de cocaïne était distribuée par leur intermédiaire. En 1985, la police fédérale élabore un piège grâce à la collaboration d'un indicateur très angoissé. Je l'appellerai Jerry, pour respecter son anonymat. Il avait connu Griselda et purgé une peine de 10 ans de prison pour une infraction liée à la drogue dans le sud du Texas. Le FBI fait sortir Jerry de prison. Le problème, c'est qu'il était incapable de parler à Griselda Blanco de façon un tant soit peu cohérente, car il était terrorisé. Mais grâce à ses entretiens avec Jerry, la police récupère une adresse. Un dimanche matin, le 17 février 1985, la DEA fait une descente dans cette maison. Les agents découvrent la marraine en train de lire la Bible. C'était une petite dame entre 2 âges qui avait l'air assez inoffensive. Mais bien entendu, c'est contradictoire avec ce qu'elle avait fait. Il n'y avait aucun moyen, en la regardant comme ça, de deviner qu'elle était dangereuse. Elle se donnait des airs très religieux. Elle portait une grande croix, des vêtements noirs. Elle était très pieuse. Elle avait l'air de s'être habillée pour aller à l'église ou à un enterrement. Ce qui n'est pas incompatible avec son côté antisocial. Son arrestation est à peine mentionnée dans la presse. Si vous prenez le Miami Herald de ce jour-là, sur la une, rien. Sur les pages 2, 3 et 4, rien. La presse de Miami n'a pas parlé d'elle. Ce n'était pas que les journalistes n'étaient pas assez bons, mais il y avait des Griselda Blanco partout à Miami. Il y avait tellement de monde dans l'industrie de la cocaïne qu'on ne pouvait plus suivre. Une arrestation, c'était la routine. À New York, cela fait plus de 10 ans qu'elle est recherchée, depuis l'opération Banshee. Les procureurs étudient les précédentes accusations dont elle a déjà fait l'objet. Il n'était fait aucune allusion à des meurtres ou à de la violence, quelle qu'elle soit. Il l'accusait de méfaits commis plus de 10 ans avant cette période. Griselda Blanco est déclarée coupable, mais aucune mention n'est faite de meurtre perpétré en Floride du Sud. La peine maximale à l'époque est de 15 ans. La législation en matière de drogue était beaucoup moins dure à l'époque. Aujourd'hui, elle risquerait la peine de mort. Le juge de New York en a fait une affaire personnelle. Il a dit qu'il regrettait de ne pas avoir pu la condamner à 70 ou 80 ans plutôt qu'à 15 ans, qui était la peine maximale autorisée par la loi. Que font-ils à Miami? Les procureurs savent bien que c'est une criminelle. À Miami, les procureurs s'affairent à inculper ces hommes de main pour trouver un mouchard. Son ancien tueur à gages, Jorge Ayala, alias Riverito, accepte de collaborer. Il s'est rendu compte que s'il refusait de coopérer et de donner des preuves contre Griselda Blanco, il risquait la peine de mort. La seule chose qui la reliait personnellement au meurtre, c'était M. Ayala. La clé de l'affaire, c'était lui. On s'est dit qu'on pourrait convaincre un jury que ces personnes avaient été tuées pour des affaires de drogue. Car si les meurtres étaient la suite logique du trafic de drogue et qu'elle en faisait partie, alors elle était coupable, comme tout le monde. Le FBI voudrait qu'elle reste définitivement en prison. Dans ce but, ils la ramènent à Miami.
Quand ils l'ont transférée du pénitentiaire à l'aéroport, elle était tellement perturbée d'aller à Miami pour être jugée sur des meurtres qu'elle a vomi sur la banquette arrière. Griselda Blanco a façonné cette ville. À la fin des années 70, les trafiquants comme elle placent l'argent de leur profit dans des banques. Les banques prêtent ensuite cet argent à des personnes qui veulent monter leur entreprise, ou acheter une maison, ou à des promoteurs immobiliers. En Floride du Sud, des milliers de propriétés de plus d'1 milliard de dollars ont été achetées avec de l'argent illicite. On raconte beaucoup d'histoires de valises pleines de billets apportés aux propriétaires ou aux agents immobiliers. Les immeubles ont poussé comme des champignons, et ça a changé le paysage de la ville. En 1994, la marraine revient à Miami, la ville qu'elle a inondée de sang. Mais cette fois-ci, Griselda est une détenue qui purge déjà une peine de 15 ans pour trafic de drogue. Elle était là pour un procès. Ils voulaient la condamner pour meurtre. C'est passible de la peine de mort ici. Après plus de 10 ans d'enquête, la police dit avoir suffisamment de preuves pour attribuer 3 meurtres commis en 1982 dans le comté de Miami-Dade à cette femme de 51 ans, Griselda Blanco. Si elle n'était pas l'une des trafiquantes les plus actives de la région, c'était clairement la plus violente. Les procureurs ont convaincu son ancien homme de main de l'identifier et de témoigner contre elle. On l'a transférée d'un établissement fédéral à un établissement d'État en 1994. De 1994 à 1998, on a pris les dépositions de toutes les personnes qui allaient témoigner contre elle. C'était un travail très fastidieux. Mais au cours de ces 4 années, le dossier de l'accusation va s'écrouler à la suite d'un scandale. Il y a eu un problème avec Jorge Ayala, le témoin numéro 1 dans le procès, l'homme de main de Griselda Blanco. Il a eu une liaison avec l'une des secrétaires du bureau du procureur. Le Miami Herald en a fait ses choux gras. Le bureau du procureur était embarrassé. Ils ont dû licencier plusieurs personnes. Jorge Ayala s'est bien débrouillé. Il a saboté l'affaire en ayant des liaisons sexuelles au téléphone avec les secrétaires. Finalement, le ministère public a décidé que le témoin clé avait été compromis et que sa crédibilité à la barre allait en pâtir. Des arrangements ont été pris et elle a fini par plaider coupable. Elle a écopé d'une peine de 10 ans. Certains ont dit que tout cela avait été prémédité, que c'était une façon pour Ayala de se rattraper après avoir dénoncé Griselda Blanco. Ce serait un grand complot. En ce qui me concerne, très franchement, je ne saurais jamais. Ça a bien profité à Madame Blanco. Avec la disposition Super Kingpin, ils pouvaient l'enfermer à perpétuité. Elle ne serait jamais sortie. Et elle s'en sort avec 10 ans. Ça dépasse l'entendement. C'est incompréhensible pour moi. Finalement, le gouvernement américain échoue à lui infliger la même punition que celle subie par ses ennemis. Pendant qu'elle purge sa peine, ses 3 fils aînés sont expulsés en Colombie. D'après les nouvelles qu'on a eues, ils ont été tués pratiquement le jour de leur arrivée en Colombie. Perdre 3 de ses fils, surtout quand on est particulièrement proche d'eux, c'est une immense souffrance. En juin 2004, Griselda Blanco est libérée et immédiatement expulsée. À l'époque, on pensait tous qu'elle s'était fait tellement d'ennemis en exerçant ses activités qu'au moment où elle poserait le pied sur le tarmac de l'aéroport colombien, ses chances de survie seraient quasi nulles. On s'était bien trompé. Elle a été vue pour la dernière fois à Bogota en 2007, et depuis, plus rien. Toute cette saga est tellement remplie d'anecdotes rocambolesques que si vous m'annonciez qu'elle était encore en vie et qu'elle était abbesse dans un monastère colombien, je trouverais ça tout à fait cohérent. C'est très frustrant de savoir qu'elle n'est pas en prison.
Sa place est dans les couloirs de la mort. C'est une immense déception. Mais malgré tout, je reste convaincu qu'il y aura un juste retour des choses. Et qu'un jour ou l'autre, elle devra répondre de ses actes.